Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, bienvenue à Nantes, bienvenue à ce 145e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, et bienvenue enfin parce que effectivement c'est un congrès que l'on attend maintenant depuis plus d'un an, un congrès qui devait avoir lieu en avril 2020 et qui, compte tenu des conditions que bien sûr vous connaissez, a dû être reporté d'abord en espérant en présentiel et puis comme vous le voyez en distanciel malheureusement, espérant que dans quelques années ce procédé sera malgré tout un petit peu délaissé au profit du présentiel qui permet de rencontrer le plus de monde possible. Donc bienvenue effectivement, mais une déception aussi, une déception que vous ne soyez pas à Nantes parce qu'il y a beaucoup de choses à voir à Nantes. Nantes est une ville culturelle, une ville de culture avec des musées. Le musée d'art qui vient d'être rénové maintenant il y a 2-3 ans, le musée d'histoire un petit peu plus ancien, musée d'histoire du château des Ducs de Bretagne, doit-on le rappeler. Ensuite, bien sûr, le musée Jules Verne et le musée également, le chronographe qui est un musée assez récent en périphérie de Nantes, qui sont des établissements très très intéressants et qui fonctionnent d'ailleurs assez souvent malgré tout et bien que en réseau. Et puis bien sûr, là où on est maintenant, le muséum d'histoire naturelle. Alors je suis évidemment particulièrement heureux de vous y accueillir de façon virtuelle. J'aurais aimé vous faire visiter ce musée. On attend bien entendu le 19 mai avec une très très grande impatience. 19 mai qui va permettre à tous nos musées de revivre enfin et de respirer pour les mois qui vont suivre. Des expositions, j'aurais aimé vous présenter des expositions. Malheureusement, elles ne sont pas visibles encore. On devra attendre un petit peu pour voir tout ça au mois de juillet, en tout cas avec notre exposition sur les intelligences différentes par nature. Donc un vaste sujet que l'on va traiter à partir du mois de juillet. Thématique du congrès, quelle thématique ne pourrait pas aller mieux qu'avec un établissement muséal collecté, collectionné, conservé. C'est vraiment le travail du conservateur, du directeur de musée que de vouloir collecter, collectionner, conserver, faire tout ça à la fois et puis surtout bien sûr diffuser au public le plus largement possible tout ce que nous avons à dire sur ces collections. Alors bien entendu, ce congrès s'est appuyé aussi sur un comité local d'organisation qui a fait la part belle à des personnalités qui sont déjà présents et travaillant, œuvrant au sein du CTHS et d'autres qui sont présents sur la place culturelle de Nantes, qu'ils en soient remerciés bien évidemment pour ce travail qui a commencé déjà, je le rappelle, dès 2018, je crois. Les premières réunions ont commencé en 2018 pour vous offrir un congrès qui soit un congrès à la hauteur d'une ville culturelle comme Nantes. Bienvenue à Nantes, voilà. Et même si c'est de façon virtuelle, mais bienvenue à Nantes. Et puis on vous accueillera avec plaisir, cette fois-ci en présentiel, dans les mois qui viennent. Monsieur le Président, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Directeur, de ces mots d'accueil et merci pour votre accueil. Vous avez déjà dit beaucoup de choses, donc je vais me limiter à quelques points. Pour rappeler d'abord à ceux qui ne le sauraient pas encore ce qu'est le Comité des travaux historiques et scientifiques, c'est une auguste institution qui a été fondée en 1834 par François Guizot et qui avait plusieurs fonctions et missions, notamment à partir de la fin du 19e siècle, le CTHS a commencé à organiser des congrès nationaux à l'échelle nationale, rassemblant les membres des sociétés savantes et tous les savants en général. À partir de ce moment-là, on a commencé aussi à faire des congrès à Paris. Et puis, à partir du XXe siècle, on a commencé à faire des congrès en province. Et il a fallu attendre 1972 pour qu'une première fois, le congrès des sociétés historiques et scientifiques s'installe, vienne, disons, à Nantes. Et déjà,
on remarque qu'il y avait une intervention des historiens des sciences extrêmement brillants. Il y avait notamment Mirko Germek, qui a été le grand maître de l'histoire de la médecine, qui intervenait à ce congrès. La deuxième fois que le CTHS est venu à Nantes pour son congrès, c'est en 1999. Et c'était un congrès qui a été consacré au milieu littoral et aux estuaires. Donc un sujet évidemment de circonstances. De ces riches travaux sont nés 8 volumes que l'on peut encore consulter, mais qu'on l'on pourra encore mieux consulter lorsqu'ils seront disponibles sur la plateforme des congrès que nous venons d'ouvrir sur Percé. Pour l'instant, elle s'arrête à 2000, elle remonte jusqu'à 2000, mais très bientôt, on intégrera le congrès de Nantes. Donc, c'est un beau sujet, vous l'avez dit, hein, collecter, collectionner, conserver, évidemment, un beau sujet qui explique, il faut bien le dire, l'extraordinaire succès de ce congrès. Nous avons l'habitude de rassembler plusieurs centaines de participants, mais là, outre les intervenants, déjà très nombreux, plusieurs centaines, nous avons quelque chose comme 1094 inscrits, donc qui suivent les débats du congrès, des différents ateliers du congrès. Parmi eux, il y a des universitaires, il y a des conservateurs et des archivistes en assez grand nombre, il y a des étudiants aussi, parce qu'une des vocations du CTHS est de soutenir la jeune recherche. C'est très important. Hein. Nous mettons en place pas mal d'instruments pour ce faire, notamment un prix de thèse que nous distribuons, même plusieurs prix de thèse que nous distribuons chaque année. Les débats de ce congrès qui ont déjà commencé hier, ces débats sont diffusés en direct, évidemment, puisque vous nous suivez, mais ils sont également enregistrés et ensuite mis à disposition d'un public que nous espérons le plus large possible. Cette année, nous enregistrons par exemple un certain nombre de participants venus hors de France, 25 pays, 103 personnes, jusqu'au Brésil et en Chine. Donc c'est peut-être le prélude à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire une internationalisation progressive du CTHS pour qu'il ne soit pas uniquement, on va dire, franco-français. La science, elle est internationale, je dirais même, elle est mondiale. Le dernier point que je voudrais développer, c'est remercier évidemment nos partenaires, outre le Muséum de Nantes, bien entendu. Je crois qu'il faut remercier l'École nationale des chartes, en la personne de sa directrice, qui nous a fait le plaisir et l'honneur d'organiser une table ronde dans le cadre du bicentenaire de l'école et aussi dans le cadre du congrès du CTHS, et également Madame la vice-présidente de la métropole de Nantes, qui nous fait aussi l'honneur d'être parmi nous et qui s'occupe de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle notamment, et comment à la ville aussi. Et ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait fondamental, parce que c'est vraiment notre vocation. Je passe la parole à Michel Moubénissec. Beaucoup. Monsieur le directeur du Muséum d'histoire naturelle, qui nous accueillait aujourd'hui dans ces très beaux locaux, monsieur le président du comité des travaux historiques et scientifiques, cher Bruno, madame la vice-présidente de Nantes Métropole, chers et chers collègues, mesdames et messieurs, je suis très heureuse de participer aujourd'hui à l'ouverture du 145e congrès national du CTHS. Congrès, ça vient d'être dit 2 fois, n'a pu se tenir l'an dernier et a pu finalement tout de même être organisé cette année avec toutes les précautions requises. Et je suis d'autant plus heureuse d'être là aujourd'hui parmi vous que l'événement me permet personnellement de revenir en terrain familial connu, puisque je suis née à Nantes.
et qu'avant de gagner Paris pour préparer l'école des Chartes, j'y ai fait toutes mes études secondaires jusqu'au baccalauréat que j'ai présenté au lycée Guisteau, non loin d'ici. Donc ce n'est pas sans émotion que je retrouve des rues et plus largement des cadres, un musée aussi, un muséum que j'ai longtemps fréquenté personnellement. Vu de l'École nationale des Chartes, le fait que le 145e congrès du CTHS ait été reporté sur 2021 a été en un sens une chance pour nous, puisque 2021 est l'année du bicentenaire de notre institution qui fut créée plus exactement le 22 février 1821. Et il se trouve d'autant que la thématique de ce congrès intitulé « Collecter, collectionner, conserver » fait tout particulièrement écho à la fondation de notre institution, puisque l'établissement a été fondé dans la droite ligne des créations de la Révolution française, donc dans un contexte très particulier, celui de la création du réseau des institutions patrimoniales, qu'il s'agisse des musées, des archives, des bibliothèques, dédiées à la conservation d'un patrimoine désormais national au service de tous les citoyens. Et quoique établie seulement en 1821, l'école des Chartes est bien le fruit de cette histoire, parce que le projet est largement antérieur, il est révolutionnaire, surtout impérial, mais déjà un peu révolutionnaire. Et l'école fut créée dès l'origine pour former pour former des jeunes savants non plus religieux, mais laïcs cette fois, voués à l'étude érudite de l'histoire et de ses sources, et appelés ensuite, à travers les postes de conservateurs qu'ils occuperont majoritairement, à conserver ces collections nées de la Révolution, avec une éthique du service public toujours en vigueur aujourd'hui et qu'il est bon, je crois, de rappeler, car cette éthique demeure fondatrice de notre société et de son rapport à la culture et au patrimoine. Donc un congrès qui, par sa thématique, fait particulièrement écho à l'identité d'une grande école désormais bicentenaire, et qui, de ce fait, accueillera tout à l'heure une grande table ronde animée par Christine Nougaret autour de la question suivante, qu'est-ce que gérer le patrimoine en région aujourd'hui ? J'adresse ici tous mes remerciements au président du comité des travaux historiques et scientifiques pour avoir accepté le principe de cette table ronde, à Christine Nougaret et à tous les collègues qui participeront. Les collègues conservateurs exerçant à Nantes seront évidemment particulièrement nombreux, mais ont également accepté de se joindre à eux. D'autres collègues venus quant à eux de Rennes, d'Angers, que tous soient chaleureusement remerciés. Merci aussi vivement aux équipes de l'école et du comité des travaux historiques et scientifiques pour l'accompagnement au montage de cet événement. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau congrès. Bonjour à tous. En tant que conseillère municipale à la culture scientifique, technique et industrielle et de la part de la maire de Nantes, Johanna Roland, je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui à Nantes, même si ça n'est que virtuellement. Et je remercie très chaleureusement Monsieur Bruno Loriou, président du CTHS, et Madame Michèle Boubenicek, directrice de l'école des Chartes, de leur présence à Nantes aujourd'hui. Et je tiens aussi à saluer tout particulièrement le travail du directeur du muséum, Philippe Guillet, et de ses équipes qui ont permis que malgré le report d'une année, ce congrès se tienne aujourd'hui à Nantes. Et plus largement, moi, comme Madame Boubenicek, j'ai envie de souligner la place du muséum dans la vie culturelle, scientifique et intellectuelle de cette ville. Comme vous, Madame, j'ai aussi un souvenir d'enfance avec ce musée. Alors moi, je n'ai pas grandi à Nantes. J'ai grandi dans la campagne bretonne du côté du Pays de Redon, mais je suis venue passer une semaine de classe de ville à Nantes lorsque j'étais en CM1. Et donc, je me souviens à la fois de l'impression du caractère un peu trop rectiligne des rues de la ville. On nous a appris à prendre le tram et on est aussi venu au Muséum d'histoire naturelle et ça nous a laissé à tous, à toute cette classe d'enfants de la campagne, un souvenir émerveillé. Moi, je suis particulièrement heureuse que ce congrès se tienne aujourd'hui à Nantes, puisque on est aujourd'hui, on le voit bien,
probablement à une sorte de tournant de notre histoire pour ce qui concerne le rapport à la science, la place de la science dans nos sociétés. On n'est probablement pas au même moment positif à la même époque qui était celle du ministère de l'Instruction publique, M. Guizot, qui a présidé à la création de ce comité. Vous l'avez rappelé, M. Loriou. Mais néanmoins, on est à nouveau à un moment historique où on doit s'interroger sur la pertinence de la méthode scientifique. Et je crois que les questions qui vont nous occuper aujourd'hui, la question de l'archive, de la conservation, de la trace d'un autre présent, d'un présent du passé, toutes ces questions qui touchent à l'épistémologie ou aux conditions épistémologiques de la démarche scientifique, eh bien, ce sont des questions de méthode, des questions qui touchent à l'esprit critique, et ce sont des questions qui sont d'une grande actualité. Et pas seulement du fait de la pandémie que l'on traverse depuis un an, mais aussi parce qu'on voit bien que la science est très largement sollicitée aujourd'hui dans le débat public. Les scientifiques sont très présents pour nous parler, par exemple, de la question climatique, qui est la grande question de notre siècle, sans que nécessairement la méthode, la pédagogie soit au rendez-vous. Et donc, moi, je veux saluer le travail d'animation, de construction de la connaissance, du savoir, mais aussi de transmission et de diffusion de ce savoir sur tous nos territoires que joue ce comité. Et donc, voilà, je répète que je suis vraiment très heureuse qu'on tienne ce congrès aujourd'hui à Nantes. C'est un congrès qui a vraiment toute son importance, toute sa place dans notre ville, où la participation citoyenne est appelée à être au centre de la décision politique et du débat public. Et ces paroles qui résonnent agréablement à nos oreilles, parce qu'effectivement, la science participative citoyenne, c'est fondamental pour nous. Donc, sans plus attendre, je voudrais donner la parole au président scientifique du colloque, notre collègue Arnaud Hurel, qui ne se trouve pas à Nantes, mais qui est néanmoins parmi nous. Donc, Arnaud, je pense que je peux te donner la parole. Merci Bruno. Monsieur le président du CTHS, cher Bruno, madame la directrice de l'École nationale des chartes, madame la vice-présidente de la métropole de Nantes en charge de la culture scientifique et technique, monsieur le président du comité local d'organisation, cher Philippe, monsieur le délégué général du CTHS, cher Christophe, mesdames et messieurs les intervenants et auditeurs de ce 145e congrès des sociétés historiques et scientifiques, c'est évidemment avec un très grand plaisir que je participe, même à distance, à cette séance inaugurale du 145e congrès, manifestation organisée avec une belle efficacité, qu'on vient de le souligner, malgré des conditions inédites par le comité des travaux historiques et scientifiques, son président, son délégué général, leurs équipes, et puis l'ensemble est porté scientifiquement par les membres de la section sciences, histoire des sciences et des techniques et archéologie industrielle, que j'ai l'honneur de représenter ici, et au-delà par tous les membres du CTHS. Bien sûr, nous regrettons tous que ce congrès se tienne à distance. Il repose beaucoup sur la fiabilité du réseau Internet français, que nous allons abondamment solliciter tout au long de la semaine, alors même que l'université et la ville de Nantes nous accueillaient avec enthousiasme. Nous devrons, hélas, faire sans les discussions entre les participants, entre deux sessions, sans tous ces échanges qui font aussi le sel des congrès, sans la rencontre avec les sociétés savantes de la région et sans un détour obligé au stand des éditions du CTHS. Nous ne profiterons malheureusement pas de l'accueil que nous offrait cette belle ville de Nantes, de ses structures de diffusion de la culture scientifique, de ses musées, de ses bibliothèques, mais aussi de l'université. À cet égard, il me semble nécessaire de rappeler le soutien dont on a tout de suite bénéficié de la part et du muséum et de l'université, sa présidence, ses services, mais aussi de la part de nos collègues du Centre François Viette d'épistémologie et d'histoire des sciences et des techniques. Certes, ce 145e congrès se tient dans des conditions sans précédent.
alors que la pandémie mondiale du Covid-19 et son cortège de drames sont toujours à l'œuvre. Mais ce congrès a lieu, et c'est en soi une victoire, celle d'une cause intellectuelle nécessaire, celle d'une organisation pragmatique, respectueuse des consignes gouvernementales, même s'il faut en passer par la visioconférence. Il est certain que ce congrès restera dans les annales du CTHS et de la science comme un congrès historique, évidemment pas uniquement en raison du dramatique contexte sanitaire et parce qu'il se tient pour l'essentiel à distance, mais pour deux raisons essentielles, me semble-t-il. D'une part, parce que son riche programme fait une fois encore la démonstration de la vitalité des recherches et de l'érudition dans les champs relevant du CTHS. La grande qualité et l'extraordinaire diversité des 265 communications proposées en sont les témoignages les plus sûrs, me semble-t-il. D'autre part, le thème des collections, dont nos collègues coprésidents de ce congrès, Jérôme Tabouel et Éric Busteau, ont eu l'intuition il y a un peu plus de 3 ans, a su parler tant aux membres des sociétés savantes qu'à nos collègues de la communauté scientifique, chercheurs, universitaires et étudiants. Comme le démontre ce panel de communication, cette diversité des communications, les collections sont nos compagnons de route. Passion relevant de l'intime ou joyaux du domaine public, les collections nous entourent, nous accompagnent, nous émerveillent, nous obsèdent ou nous encombrent parfois. Mais toutes racontent une histoire, la leur, la nôtre. Ces collections se déclinent, et on le voit chaque jour lors de ce congrès, de 1000 façons. Trésors ou menus objets du quotidien, bibelots de vitrines amassés patiemment, chefs-d'œuvre des musées, artefacts préhistoriques et naturalia des muséums, incunables, livres rares des bibliothèques et tant d'autres objets. Mais l'autre phase de la collection, ce sont les collectionneurs, célèbres ou anonymes, obsessionnels ou dilettantes, tous lancés dans un mouvement perpétuel de recherche et d'accumulation. Si l'on en croit le préhistorien André Leroi-Gourhan, il serait dans la nature de l'homme d'être un collectionneur. Dans son livre « Les religions de la préhistoire », il envisage les accumulations d'objets détectés dans les niveaux moustériens de la grotte de Lienne à Arcy-sur-Cure comme les prémices d'une esthétique, l'esquisse d'une séparation entre idées et choses. Pourtant, dans ce cas, il ne s'agissait que de modestes débris, un petit dépôt constitué par 2 gros fossiles, un gastropode et un polypied sphéroïde, et par 2 blocs de pyrite de fer en forme de sphère agglomérée. Néanmoins, comme le soulignait alors le préhistorien, la situation de ces objets et leur provenance impose qu'ils aient été apportés volontairement. Il n'en fallait pas plus pour que Georges-Henri Rivière, qui déclare que collectionner semble être le propre de l'homme, alors cette affirmation, bien sûr, venait d'un muséologue et mériterait sans doute d'être confirmée par les éthologues, mais il n'en fallait pas plus pour que Georges-Henri Rivière reprenne à son compte cette idée. Il nous décrit alors l'homme du Paléolithique comme le premier peintre d'images rupestres et sculpteur de figurines sacrées, et comme premier collectionneur, dans la mesure où ses œuvres constituent des séries et des ensembles définis dans une perspective symbolique. Dès lors, les grottes ornées de gravures et peintures paléolithiques seraient, selon Rivière, les seuls musées témoignages de l'origine de l'homme créateur. Ainsi, depuis l'aube des temps, il n'y aurait qu'un pas de la collection au musée. Depuis le XIXe siècle, le particulier lui-même aurait comme muséifié son intérieur bourgeois. À travers ses bibelots et ses collections, c'est l'univers qui est rassemblé. Son salon est une loge dans le théâtre du monde, a joliment conclu Walter Benjamin. Mais le musée n'est pas réductible à la métaphore du musée intérieur proposée par Alain Corbin. Il est aussi une institution, privée ou publique, l'église des collectionneurs, a pu écrire Maurice Reims. Or, la crise sanitaire actuelle a mis au jour avec une nouvelle acuité des fragilités de cette institution muséale. En France, le Code du patrimoine et entre autres dispositions le principe d'inaliénabilité des collections des musées de France appartenant à une personne publique offrent des garanties de pérennité aux collections. Malgré des initiatives que certains ont qualifiées de malheureuses, et revenant de façon cyclique depuis les années 2006-2007, aucune n'a conduit à une révision de cette règle. Et nous saurons dans quelques jours, avec la réouverture des musées que nous attendons depuis longtemps, comment ces institutions, soutenues par l'État et les collectivités, ont traversé la crise sanitaire. J'évoque ce point car, ailleurs, la mise en œuvre de mesures d'urgence pour sauver les musées s'est traduite d'abord par des licenciements massifs, puis, spécialement aux États-Unis, par des ventes de pièces tirées de leurs collections, avec pour seule contrainte d'affecter le produit des ventes à l'entretien direct des collections. Profitant d'une réglementation d'exception qui court jusqu'en 2022, 7 grands musées états-uniens ont déjà procédé à de telles cessions en 2020. D'autres y réfléchiraient. Ce mouvement pourrait nous inquiéter, car le propre d'une épidémie n'est-il pas de reposer sur la contagion? Chez nous, le fameux monde d'après le Covid reste encore à imaginer. Gageons que les idées de toutes sortes ne vont pas manquer et risquent d'affermir certains préjugés antérieurs.
Ainsi, en 2017, la Cour des comptes a pu s'étonner que le Muséum national d'histoire naturelle ne chercha pas à délocaliser ses collections en dehors de Paris. La juridiction financière considérait que l'intérêt de la proximité entre les sites d'exposition, l'activité de recherche et les collections n'était ni mesuré ni démontré. Dans cette affaire, nous parlons tout de même de collections de recherche, de collections composées de 66,8 millions d'objets d'histoire naturelle et d'artefacts, soit la moitié du volume total des collections de tous les musées de France. Or, ce 145e congrès est à bien des égards une réponse à cette interrogation, cette affirmation. Il n'est que de lire le programme ou de naviguer d'une session à l'autre pour se rendre compte à quel point recherche, collection et diffusion des connaissances sont liées de manière consubstantielle, intellectuellement, physiquement. Les collections vivent parce que la recherche les pratique au quotidien, parce que les musées les conservent, les exposent et les expliquent au public, parce que les particuliers les aiment et les admirent. C'est ce cercle vertueux qui justifie les efforts consentis par la nation à la science, à la conservation du patrimoine. Un grand merci donc à tous les participants à ce 145e congrès pour cette belle leçon de choses. Je vous souhaite à tous un bon congrès et vous remercie de votre attention. Merci à Arnaud pour cette belle introduction. Je crois que nous allons avoir ensuite eh bien, l'ouverture, la conférence d'ouverture du congrès par André Delbès, qui est le président du musée, le directeur du musée de l'Homme. Mais avant ça, là je crée une sorte de suspense, on fait une petite pause pour changer un peu la disposition de la salle, et veuillez m'en excuser d'avance. Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux et honoré d'ouvrir par cette conférence inaugurale ce congrès des travaux historiques et scientifiques, le 145e qui se déroule à Nantes. Je voudrais d'abord évidemment saluer monsieur Bruno Loriou, le président du CTHS, qui m'a fait l'honneur de m'inviter à prononcer cette conférence, remercier les présidents scientifiques, notamment donc Jérôme Tabouel, Éric Buffeteau et Arnaud Hurel. Je ferai une spéciale dédicace à Arnaud Hurel, qui est le fautif, qui m'a convaincu d'accepter à la fois cet honneur, mais aussi cette responsabilité de tenir ces propos. Saluer aussi Christophe Marion, le délégué général du CTHS, ainsi que toute l'équipe du CTHS. Et puis, profiter aussi pour saluer Philippe Guillet, donc le directeur du Muséum d'histoire naturelle de Nantes, avec qui j'ai l'occasion et j'ai l'habitude de travailler sur différents projets. Et saluer aussi au passage Madame la vice-présidente de la métropole de Nantes et Madame Michèle Boubenicek, donc directrice de l'école des Chartes. J'ai proposé pour cette conférence sans doute un titre un peu ambitieux, peut-être d'aucuns ont considéré qu'il est un peu provocateur, et j'espère qu'au fil de mon propos vous comprendrez pourquoi. J'ai intitulé ma conférence « Des civilisés et des barbares, musée de soi, musée des autres ». Je suis au Louvre, proclamée la figurine précolombienne de la culture Chupicuaro du Mexique, sur les affiches placardées dans le tout Paris, annonçant l'ouverture, le mercredi 16 avril 2000, du pavillon des Sessions, dans l'aile sud-ouest du Grand Musée parisien, en bordure de Seine. D'autres objets américains, africains, océaniens ou asiatiques accompagnaient cette campagne publicitaire pour dire leur entrée dans ce temple des arts. Un second slogan déclamé « Ensemble au Louvre » est marié sur la même image une œuvre exotique, entre guillemets, du musée du Quai Branly nouvellement créé à un chef-d'œuvre classique, également entre guillemets, du Louvre. Telle statue du dieu Gou du Bénin unie à une Vénus hellénistique, tel dignitaire ouaztèque du Mexique aux côtés d'une princesse pharaonique égyptienne, ou encore une figure de reliquaire fang africaine observée par un ange médiéval de quelques cathédrales gothiques. Cet affichage sur les murs de la capitale marquait le coup d'envoi du projet voulu par le président de la République, Jacques Chirac, de la création d'un nouveau musée national qui prendra le nom de musée du Quai Branly. Cette décision allait entraîner une large recomposition des musées nationaux dédiés à l'anthropologie, à l'ethnologie et pour partie à l'archéologie, avec les créations du musée du Quai Branly,
donc, inauguré en 2006, du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée en 2013, ainsi que la complète rénovation du Musée de l'Homme, à nouveau ouvert en 2015. Ce Yalta des musées n'est jamais que la dernière recomposition d'une longue histoire muséale qui prend ses racines au moment même de leur création sous la Révolution française. La décision prise en 1996, donc par le président de la République, de créer un nouvel établissement muséal a enclenché un vaste chamboulement de l'ordre établi à la fin des années 30, juste avant la guerre, et qui donc a duré près de 70 années. La nouvelle institution du Quai Branly a récupéré les collections du Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie de la Porte Dorée et celles du laboratoire d'ethnologie du Musée de l'Homme. Mais seules les collections que l'on qualifie souvent d'exotiques ont rejoint l'autre rive de la Seine. En effet, les collections ethnographiques européennes, elles donc, ont quitté Paris pour rejoindre à Marseille, dans le nouveau musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, au MUCEM, celle de la France exposée au Musée des Arts et Traditions Populaires du Bois de Boulogne. Enfin, dépossédé de ses anciennes collections ethnographiques, mais conservant celles de préhistoire et d'anthropologie, le Musée de l'Homme a entamé une profonde transformation pour ouvrir ses portes en octobre 2015. Est-ce que derrière cette dernière valse des musées a été remis en cause l'ordre établi, et est-ce qu'une nouvelle répartition des périmètres thématiques, géographiques et chronologiques des musées nationaux consacrés aux sciences de l'homme et de la société a-t-il été réalisée? Ou bien, au-delà des effets d'annonce et des discours, ne s'est-il s'agi que d'un simple réagencement organisationnel, avec quelques réajustements à la marge, mais fortement marqués dans l'espace urbain, avec la construction de clinquants édifices pour faire date et s'inscrire dans l'histoire à la plus grande gloire du politique? N'est-on pas resté arc-bouté sur des frontières infranchissables entre musée de soi et musée des autres, ou, pour le dire autrement, entre musée des civilisés d'un côté, musée des barbares de l'autre, qu'ils soient exotiques, préhistoriques ou même populaires? L'histoire est bien connue qui voit dans l'élan révolutionnaire la création des grands établissements muséaux. Sont ainsi créés, en 1793, le musée du Louvre, baptisé Muséum central des arts de la République, ainsi que le Muséum d'histoire naturelle, au Jardin des Plantes, suivent le Conservatoire des arts et métiers en 1794 et un premier musée des monuments français qui ouvre ses portes en 1795. Si le premier Louvre était essentiellement consacré aux peintures, rapidement, il s'agit d'en faire une encyclopédie des beaux-arts, entre guillemets, rassemblant les trésors de l'histoire du territoire de la Nouvelle République. Puis, au fil des conquêtes révolutionnaires et impériales, il s'enrichit de vestiges de l'Antiquité classique, grecque et romaine, plus tard de l'Égypte pharaonique ou de la Syrie. Dans le même temps, le décret du 10 juin 1793, relatif à l'organisation du Jardin des Plantes et du cabinet d'histoire naturelle, les rassemble sous le nom de Muséum d'histoire naturelle. Y sont conservés les naturalia, roches, plantes et animaux, provenant du monde entier, en train d'être explorés et catalogués. S'y ajoutent toutes les collections liées à l'étude anatomique et raciologique de l'homme, squelettes, momies, pièces pathologiques, cires anatomiques, etc. Dans le même temps, le développement de la géologie et de la paléontologie s'ouvre peu à peu à la quête de l'homme antédiluvien et des industries, entre guillemets, primitives, qui peuvent lui être associées. Les premières collections préhistoriques, artefacts et restes ostéologiques s'installent dans la galerie de paléontologie et d'anatomie pour discourir, selon l'expression usitée, sur l'histoire naturelle de l'homme. Quelques curiosités des sauvages, entre guillemets également, restent au Jardin des Plantes comme élément de comparaison dans une vision évolutionniste appelée à perdurer entre premiers hommes des origines et humains primitifs des lointains. Cependant, la plus large majorité des pièces d'Afrique, des Amériques, d'Asie et les premières rapportées d'Océanie, issues des collections du roi et d'autres cabinets de curiosités, rallient un nouvel établissement au destin éphémère et resté peu connu, le Muséum des Antiques. Créé par le décret du 2 juin 1795, celui-ci s'installe dans les locaux de la Bibliothèque nationale rue de Richelieu. Il doit rassembler médailles, pierres gravées et autres antiquités associées à ses collections des mondes d'ailleurs.
Mais, faute de moyens et de volonté, il périclite rapidement, l'antique n'arrivant pas à faire bon ménage avec l'exotique. Les sculptures et vases de Grèce ou d'Italie gagnent rapidement le palais du Louvre voisin. Les collections des Amériques ou d'Afrique sont quant à elles délaissées dans quelques greniers de la Bibliothèque nationale. Pour l'heure, le cadre général des grands musées nationaux est posé, qui ne bouge guère avant les premières décennies de la Troisième République. Observons la situation du plus grand d'entre eux, le Louvre. En un temps d'ailleurs où l'on disait les musées du Louvre, qui ne cessent de s'enrichir par des achats et des dons dans ces domaines premiers des arts de la peinture, du dessin et de la sculpture moderne, mais aussi diversifie son expansion en rassemblant de nouvelles collections des œuvres du Moyen-Âge, de la Renaissance, sans oublier bien sûr les antiquités classiques de la Méditerranée, auxquelles s'ajoute bientôt le fruit des fouilles archéologiques naissantes en Égypte ou en Mésopotamie. Se mettent ainsi très tôt en place 7 départements définis au cours des temps selon des critères qui devaient beaucoup au dynamisme de fortes personnalités, beaucoup aussi aux aléas et enfin à la volonté politique. Parmi ces 7 départements du Louvre, 3 se rapportent à l'archéologie. Ces derniers, antiquité orientale, antiquité égyptienne, antiquité grecque, étrusque et romaine, se partagent un domaine géographique et chronologique particulier, avec une conception similaire d'une archéologie où la valeur n'est pas seulement esthétique, mais aussi historique. Les départements consacrés aux périodes modernes, strictement occidentaux, sont eux fondés sur une division technique des arts, peinture, art graphique, objets d'art et sculpture. Peu ou prou, ce partage d'une certaine vision de l'archéologie classique est resté au Louvre le même jusqu'à nos jours. Pourtant, d'autres univers lointains vont s'inviter pour un temps dans ce temple de l'art au cœur de la capitale. En 1867, le nouveau guide de l'étranger et du Parisien, un guide touristique, présente ainsi le musée impérial du Louvre comme un ensemble de 16 musées où se répartissent les grandes collections évoquées ci-dessus, mais il y est également décrit un musée asiatique, un musée algérien, ainsi qu'un musée de la marine. C'est ce que vous voyez sur la diapositive. Celui-ci est divisé en 2 parties distinctes, un musée naval suivi d'un musée ethnographique. L'auteur du guide poursuit presque avec étonnement, le Louvre a même un musée de l'art américain. De l'exotisme au milieu du XIXe siècle dans ce temple des beaux-arts où règne sans partage modernes et antiques, voilà de quoi surprendre. La première ouverture vers d'autres ailleurs survient sous Charles X, quand le musée est géré directement par la maison du roi. C'est bien la volonté royale qui impulse les champs nouveaux, à l'instar de l'Égypte, avec la nomination de Champollion comme conservateur. Parallèlement, profitant des explorations de l'Océanie par les navigateurs français, le ministère de la Marine finit par obtenir des espaces pour la création, par décision royale du 15 décembre 1827, d'un musée naval dénommé Musée Dauphin, en hommage au duc d'Angoulême. Celui-ci est inauguré au Palais du Louvre en 1829. À côté des maquettes de navires et des instruments de navigation, il accueille initialement, salle La Pérouse, des pièces ethnographiques océaniennes rapportées par les navigateurs de leur périple dans les mers du Sud. De nombreux dons ou achats de collections d'Océanie, d'Afrique et d'Amérique enrichissent ce musée. Rapidement, face à l'exiguïté des salles, une annexe ethnographique, un musée ethnographique est créé et inauguré le 11 août 1850 dans le pavillon de Beauvais. Dans le même temps, le Grand Musée parisien possédait depuis le début du XIXe siècle un certain nombre de monuments américains, entre guillemets, comme on appelait alors les premières pièces précolombiennes envoyées en France. L'arrivée de nombreuses autres collections archéologiques, notamment de nombreuses sculptures aztèques, motive l'ouverture d'un nouveau musée au rez-de-chaussée de l'aile nord du palais, à côté du musée assyrien, qui avait été créé quelques années auparavant. Baptisé un temps musée mexicain, il prend finalement le nom de musée américain, suscitant l'enthousiasme et générant l'afflux de dons d'autres objets des civilisations précolombiennes, de Mésoamérique et des Andes.
Les guides rapportent, je cite, que l'on y trouve quelques fétiches, quelques ornements, quelques ustensiles enlevés au temple des divinités aztèques de Mexico et au palais des Incas du Pérou. Fin de citation. Le conservateur des antiques du Louvre, Adrien de Lomperrier, en charge de tout ce qui était étranger au Louvre, Égypte, Assyrie, Asie et donc de ce musée américain, en est leur donateur. Ainsi, des sculptures de divinités aztèques, à l'image, comme vous voyez sur cette diapositive, du remarquable serpent à plumes Quetzalcoatl, pouvaient être admirées à 2 pas des taureaux assyriens de Khorsabad et non loin des statues pharaoniques d'Égypte. Cela ne dura pas. 1830, la prise d'Alger marque communément le début du Second Empire colonial français qui s'étend sous le Second Empire et la Troisième République vers l'Afrique, au Maghreb, puis en Afrique occidentale et équatoriale, dans l'Asie du Sud-Est et dans l'océan Pacifique. Le premier empire français, comme on a pu l'appeler pour mémoire, était plutôt du côté des Amériques, avec la Nouvelle-France et les Antilles et la Guyane. Avec le développement concomitant des expéditions scientifiques, naturalistes et ethnographiques, dans les colonies mais aussi en Asie et en Amérique latine, comme avec les premières fouilles archéologiques, convergent vers la capitale de l'Empire des caisses remplies de collections qui témoignent de ces humanités exotiques que découvre et entend civiliser un Occident conquérant, quand ce ne sont pas les indigènes, entre guillemets, eux-mêmes qui sont exhibés en spectacle. C'est le temps des grandes expositions universelles, c'est aussi le moment, dans le dernier quart du XIXe siècle, où naissent en Europe, comme aux États-Unis, de grandioses musées d'ethnographie affichant les ambitions, la puissance et la richesse des nations qui se partagent le monde. C'est la conjonction de ces éléments qui va donner naissance au premier musée national dédié au peuple de la planète, le musée d'ethnographie du Trocadéro, dans l'ouest de Paris, dont vous avez ici quelques vues. L'exposition universelle de 1878 est en effet l'occasion de construire sur la colline de Chaillot un édifice monumental abritant des galeries et une salle de concert, un palais d'exposition temporaire des arts et des cultures. Une première exposition provisoire intitulée Muséum ethnographique des missions scientifiques est installée au Palais de l'Industrie sur les Champs-Élysées. Devant le succès populaire considérable d'un public avide de découvrir à la fois les productions matérielles des peuples primitifs, entre guillemets, mais aussi bien la vie traditionnelle des peuples d'Europe, la nécessité de créer un musée d'ethnographie apparaît clairement au pouvoir public. Décision est donc prise, ce nouvel établissement occupera l'aile de Passy du palais du Trocadéro. Le musée d'ethnographie parisien est né, qui ouvre ses portes au public en avril 1882, avec à sa tête ErnestAmy, figure incontournable et véritable organisateur de cette transformation. Avec la création la même année du musée de la sculpture comparé dans l'autre aile du passé, et quelque temps après, non loin de là, du musée Guimet, dont vous avez ici quelques photos, en 1889, un nouveau quartier s'impose sur la scène muséale parisienne. Retenons ici quelques points saillants de ce nouveau venu. Je parle du musée d'ethnographie. L'institution dirigée parAmy entend donc rassembler l'ensemble des collections ethnographiques des contrées lointaines, bien entendu, mais aussi de l'Europe et du territoire national, puisqu'une salle de France y est déployée. Vous en voyez une image d'un intérieur breton à droite sur la diapositive. Cette création d'un musée d'ethnographie au Trocadéro va être l'occasion rêvée pour les conservateurs, érudits et autres politiques nourris aux mamelles de l'antiquité gréco-romaine et des beaux-arts de chasser hors du Louvre tous ces monuments barbares, entre guillemets, expression qu'on pouvait lire dans certains textes de l'époque, antiquité précolombienne du musée américain, fétiche d'Océanie et masque d'Afrique du musée de la Marine, qui, à leurs yeux, n'avaient rien à faire dans ce temple du beau qu'était le Louvre. Le guide touristique d'Adolphe Johann de ces années ne jugeait-il pas simplement à propos des objets exposés dans le musée américain, je cite, « Si l'on peut donner le nom d'œuvre d'art aux informes ébauches laissées par les peuplades primitives de l'Amérique ». La revue des Beaux-Arts avait déjà porté son jugement sans appel, dès l'ouverture même du musée d'ethnographie, du musée de Marine.
Cette revue des Beaux-Arts disait que le musée d'ethnographie, je cite, est un assemblage de toutes les œuvres et de tous les objets antérieurs ou postérieurs aux diverses phases de ce que l'on peut appeler l'art de la civilisation, l'art régulier, en un mot, l'art classique. La Grèce, l'Italie, la Renaissance n'ont rien de commun avec ce choix d'objets bizarres. Fin de citation. La messe était dite, résumée dans la lettre de Jules Ferry, président du Conseil au ministère de l'Instruction publique en 1881, qui disait, je cite, « Au Louvre, le domaine de l'art, au Trocadéro, l'histoire des mœurs et des coutumes, sans distinction d'époque. » Les collections des sauvages barbares, entre guillemets, sont expulsées du Louvre en 2 temps. En 1887, ce sont les 1500 objets précolombiens du musée américain qui arrivent sur la colline de Chaillot. Le musée ethnographique du Louvre résiste un peu plus longtemps. Le ministère de la Marine n'entend pas quitter si facilement le palais au cœur de la ville. Mais il lui faut finalement baisser pavillon et les curiosités exotiques ramenées des périples océaniques prennent le chemin de l'ouest parisien en 2 vagues, 1905 et 1911. Ces collections ethnographiques rejoignent non pas le musée du Trocadéro, qui, faute de moyens et de place, je dirais presque déjà, ne peut les accueillir, mais vont plus loin, à Saint-Germain-en-Laye, dans une nouvelle institution créée quelques années auparavant, le musée des Antiquités nationales. Voulu et créé par Napoléon III, est inauguré le 12 mai 1867, à l'occasion de l'Expo universelle de Paris, dans le château de Saint-Germain-en-Laye, à 20 km à l'ouest de Paris. Aux vestiges mis au jour des époques gauloises et gallo-romaines, notamment grâce aux fouilles impériales à Alésia, s'adjoignent les toutes premières collections d'une préhistoire en train d'émerger, dévoilant l'existence d'une humanité des origines contemporaines des faunes disparues du Quaternaire. Si quelques pièces ethnographiques étrangères sont mises en exposition à des fins comparatistes, l'originalité du musée des Antiquités nationales est bien, comme son nom l'indique, celle d'être un établissement qui se consacre aux vestiges enfouis du territoire de ce qui deviendra plus tard la France. Dans une suite connue de l'historiographie forgée sous la Troisième République, cette démarche inscrit dans le roman national ces Gaulois de Vercingétorix qui deviennent nos ancêtres. Néanmoins, malgré ce titre de noblesse quasi généalogique, ces fabricants d'antiquités celtiques ne méritent pas d'entrer dans le grand musée par excellence de la nation, dans ce Louvre au cœur de Paris qui, lui, promeut, encore et toujours, les racines antiques, grecques, romaines, voire étrusques et même égyptiennes de la France éternelle. Les Gaulois restent des barbares, somme toute, et si grâce à Jules César ils ont appris le latin, édifié des routes, des temples, des amphithéâtres et autres témoins de la civilisation, ils n'atteignent pas le génie des Phidias et des Praxitèles pour pouvoir franchir les portes de l'Olympe impérial que constitue le Louvre. Et que dire des grands artistes de la préhistoire qui ont peint les grottes du Périgord ou des Pyrénées ou sculpté des Vénus dans de l'ivoire de mammouth? Il reste bien des hommes des origines, d'une humanité première, entre guillemets, bien plus proche des primitifs que l'Occident ethnographie au même moment. Si, on l'a vu, l'exotique ne rime guère avec l'antique, il résonne mieux en cette fin de XIXe siècle avec le préhistorique, dans un mariage qui aura la peau dure. À l'autre extrémité de la chronologie, après la chute de l'Empire romain et l'entrée dans la période dite du Haut Moyen-Âge, le domaine de collection et d'exposition du musée de Saint-Germain-en-Laye s'arrête. Et le Moyen-Âge véritable, si l'on peut dire, reprend place au cœur de la capitale, au Louvre, d'abord qui montre les chefs-d'œuvre de l'Empire carolingien ou de Byzance, puis l'éclosion de l'art roman, puis jusqu'à l'âge d'or des cathédrales gothiques, mais aussi, de l'autre côté de la Seine, à l'hôtel de Cluny, qui devient le musée de cette période médiévale, installé pour partie, mais est-ce complètement un hasard, dans les anciens termes antiques de Lutèce. Tous les chemins décidément ne mènent pas au Louvre. Le panorama muséal national, parisien, cela va de soi, est ainsi installé fin XIXe siècle et ne bouge guère durant quelques décennies. Les collections s'enrichissent, d'abord pour le grand développement de l'archéologie du territoire national, qui voit aussi la création de nombreux musées dans les régions.
avec un partage de ce qui doit rejoindre la capitale, que ce soit le musée des Antiquités nationales ou le Muséum d'histoire naturelle, et ce qui peut rester au niveau local. Une autre vision, ô combien discutable, sur fond d'une centralisation bien française. Les provinciaux ne seraient-ils pas eux-mêmes un peu barbares ? Du côté de l'archéologie à l'étranger, les missions habituelles, classiques, entre guillemets, dans le bassin méditerranéen jusqu'au Proche-Orient, s'amplifient, tandis que d'autres archéologues français essaiment sur les autres continents, en un temps où les chercheurs ramènent sans vergogne en métropole le fruit de leurs excavations. Enfin, explorateurs, fonctionnaires coloniaux et ethnologues collectent les témoins matériels des sociétés traditionnelles, dans une ethnographie qualifiée de sauvetage, jugée indispensable avant que les populations colonisées et ou assimilées n'entrent dans la modernité et ne perdent leurs savoir-faire ancestraux. Il faut donc attendre l'entre-deux-guerres pour assister à un bouleversement de la donne muséale. Quelques dates en scandent cette transformation. 1931. De mai à novembre se tient à l'est de Paris, aux portes du bois de Vincennes, l'exposition coloniale internationale, gigantesque manifestation au succès populaire colossal qui attire 8 millions de visiteurs en quelques mois. Retenons ici la création d'un musée permanent des colonies dans le superbe édifice art déco de la Porte Dorée, avec sa dédicace d'inauguration à la France colonisatrice et civilisatrice. Y est installée une exposition de préhistoire et d'ethnographie coloniale. Le maréchal Lyautey, le grand ordonnateur de l'événement, a insisté pour que soit présenté ce type de collection afin, je cite, de mettre sous les yeux du public une image aussi complète que possible de la vie des populations d'outre-mer placées sous nos tutelles. En 1935, la nouvelle institution changera de nom pour s'appeler Musée de la France d'outre-mer. Et comme vous le voyez sur cette image, en 1960, décolonisation oblige, on le rebaptisera Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie. 1937, c'est l'année où se tient à Paris du 25 mai au 25 novembre une nouvelle exposition universelle. Son titre officiel, en fait, est Exposition internationale des arts et techniques appliqués à la vie moderne. C'est l'occasion de détruire l'ancien palais du Trocadéro pour un nouveau palais de Chaillot. Dès 1935, les travaux de démolition commencent. Et Paul Rivet, directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro depuis 1928, lance avec ses équipes le projet scientifique ambitieux d'un nouveau musée dédié à l'humanité dans toutes ses composantes. C'est la création du musée de l'homme. C'est bien une nouvelle institution qui naît alors. Il ne s'agit plus seulement d'un musée d'ethnographie consacré à la culture matérielle des civilisations traditionnelles et à leur valorisation, mais d'un musée de l'homme biologique et culturel, dans la mesure où le nouveau musée abrite également des collections de préhistoire, de paléontologie, d'anthropologie physique, provenant du Muséum national d'histoire naturelle, changeant ainsi radicalement la configuration générale de l'institution et le rapport entre les disciplines. Au moment de son ouverture officielle, donc le 20 juin 1938, le Musée de l'Homme rassemble sur la colline de Chaillot les trois grandes disciplines de l'archéologie, de l'anthropologie biologique et de l'ethnologie. Ainsi donc, avec la création du Musée de l'Homme, Paul Rivet a réussi à rassembler dans un même lieu toutes les collections des temps passés et présents traitant du monde entier. Un panneau à l'entrée du musée n'annonçait-il d'ailleurs pas « Faites le tour du monde en 2 heures ». Toute la planète regroupée au Trocadéro? Non. Car du côté du Louvre reste encore et toujours l'Égypte africaine, l'Asie mésopotamienne et la Méditerranée grecque, étrusque et romaine. À Saint-Germain-en-Laye, la Gaule et le Paléolithique font bon ménage, mais aussi les âges des métaux et le Néolithique qui peu à peu s'invitent dans la recherche et les collections nationales. Toute la planète exotique, alors? Non plus, car à quelques encablures, le musée Guimet, devenu musée national des arts asiatiques, présente une Asie millénaire, des grandes entre guillemets, civilisations de Chine, du Japon, d'Inde ou du Sud-Est asiatique. Quant au Trocadéro, c'est une Asie ethnographique dite des minorités qui est collectée. Donc, presque tout le monde entier s'est donné rendez-vous à Chaillot, non encore. Car au moment même où le Musée de l'Homme ouvre ses portes et que Paul Rivet en prend la tête, son adjoint des années antérieures
Georges-Henri Rivière installe dans l'aile opposée du palais du côté de Paris un nouveau venu, le musée des arts et traditions populaires, qui passe sous la coupe du ministère des Beaux-Arts quand le musée de l'Homme, rattaché au muséum, dépend, lui, du ministère de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Recherche. Ainsi, les collections ethnographiques françaises, de Camargue, de Bretagne ou d'Auvergne, sont disjointes de celles de l'Espagne, de l'Allemagne ou de la Roumanie. La France des arts et traditions populaires fait sécession. Cette nouvelle institution, hébergée un temps à Chaillot, s'installe en 1972 dans un édifice dédié aux portes de Boulogne. Quand ce ne sont pas des expositions universelles ou coloniales qui enclenchent des mutations dans le panorama muséal français, ce sont d'autres décisions politiques qui les provoquent, là où les professionnels des musées et de la recherche souvent faillissent. Après 1958, les présidents de la Ve République française retrouvent le rôle joué naguère par deux empereurs, au Louvre et à Saint-Germain-en-Laye, voire en mode mineur par un roi, Charles X, installant le musée de Marine dans ce même Louvre impérial. Musée national d'art moderne, alias Centre Pompidou, Musée d'Orsay, qui vient d'être associé à Valéry Giscard d'Estaing, Grand Louvre et François Mitterrand, la liste est connue des décisions présidentielles créant de nouveaux musées ou enclenchant leur profonde rénovation. Certains projets sont mornés, comme la Maison de l'Histoire de France, chère à Nicolas Sarkozy. Enfin, dans le droit fil de l'histoire racontée plus haut, Jacques Chirac est à l'origine de la dernière création en date dans la capitale, le musée qui a pris le nom de son adresse, Quai Branly, auquel a été accolé pour son 10e anniversaire le nom de son président de République fondateur. Cette dernière décision est bien le fruit d'une volonté politique du chef de l'État, mais elle participe aussi d'un mouvement qui a gagné toute l'Europe ces 2 ou 3 dernières décennies. Les musées dédiés aux cultures dites exotiques connaissent en effet une transformation irréversible. Signe premier, le qualificatif même d'ethnographie qui les caractérisait, voire les nommer jusqu'ici, est en voie de disparition, déprécié, jugé politiquement incorrect dans un monde post-colonial. Les rénovations et les restructurations de ces anciens lieux d'exposition aboutissent à des musées baptisés des cultures du monde, des 5 continents, des civilisations, sinon, comme à Paris, du lieu où ils se trouvent. Ces institutions, nées dans un contexte colonial, se trouvent souvent prisonnières de leur propre histoire et de leur collection, entachées du péché originel de leur collecte en des temps de domination de l'Europe sur les autres continents. Le débat sur les restitutions qui s'est ouvert avec le discours du président de la République Emmanuel Macron à Ouagadougou le 28 novembre 2017 en est révélateur. Et de ce point de vue, c'est finalement une chance pour le musée de l'Homme que d'avoir été dépouillé de ses collections historiques. C'était l'occasion de repenser sans entrave ce que peut être un musée de l'humanité au XXIe siècle, de s'adapter à la nouvelle donne du monde, au débat contemporain, de redéfinir librement son périmètre, son contenu, son discours. Par définition, un musée de société ne doit-il pas s'adapter au temps dans lequel il s'inscrit? Mais la formule pourrait tout aussi bien être inversée, comme il est dit plus haut, quand c'est souvent le politique qui donne le tempo. Surtout pour des institutions muséales qui traitent de sujets particulièrement sensibles, d'identité, de culture, de communauté d'ici et d'ailleurs, et donc très perméables à l'idéologie ambiante, ainsi qu'aux fluctuations de l'environnement sociétal et scientifique, même si les temporalités des uns et des autres sont fréquemment en décalage. Revenons au musée du Quai Branly. La saga de cet ambitieux chantier présidentiel est bien connue en 2 actes. 2000, avec l'installation d'une antenne au Louvre, on l'a évoqué en introduction, et 2006 avec l'ouverture du nouveau musée édifié au pied de la Tour Eiffel. Elle a fait l'objet de nombreuses publications emphatiques, comme très critiques, avec bien des excès dans les 2 sens. Une fois encore, tout commence avec des dates et des commémorations, comme on aime tant en célébrer. 1989, le bicentenaire de la Révolution française est fêté avec faste par la République française. Comme un symbole majeur, le président de la République d'alors, François Mitterrand, inaugure le 14 juillet la pyramide du Louvre, qui marque la rénovation du vaste projet du Grand Louvre. Pour l'occasion, le président français reçoit sous cette pyramide les membres du G7. L'institution culturelle est bien au cœur du politique, le Louvre est bien l'étendard de la France.
Pourtant, 200 ans après la Révolution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce sera l'occasion que saisit, avec quelques mois de retard, Jacques Kershach, encore peu connu hors du milieu du marché de l'art, où il exerce ses talents, pour publier dans le quotidien Libération du 15 mars 1990 un manifeste signé de 150 artistes, intellectuels et personnalités, je cite, « pour que les chefs-d'œuvre du monde entier naissent libres et égaux ». Il réclame, des décennies après quelques célébrités du début du XXe siècle, une place au Louvre pour les arts encore qualifiés de primitifs, comme il est alors d'usage dans les galeries et les salles des ventes, avant que le vocable plus politiquement correct de premier ne rencontre le succès médiatique que l'on connaît. Autre date, 1992. L'Ancien Monde s'apprête à commémorer en grande pompe le 5e centenaire de, entre guillemets, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, avant que la vague de protestations venues de partout, à commencer par les populations amérindiennes, ne transforme le slogan en une plus pudique rencontre des deux mondes. Entre-temps, Jacques Kershach a rencontré Jacques Chirac, alors maire de Paris, sur quelques plages de l'océan Indien. C'est le prélude à une première mise en scène dans le musée du Petit Palais en 1994, d'une exposition « L'art des sculpteurs taïnos, chef-d'œuvre des grandes Antilles précolombiennes », hommage aux premiers Amérindiens entrés en contact pour leur plus grand malheur et leur anéantissement avec les conquistadors espagnols venus de l'Ancien Monde. À quelques mois des présidentielles de 1995, les Français découvrent un Jacques Chirac s'intéressant aux cultures des autres mondes, connaisseur de l'histoire des premiers habitants de la Caraïbe qu'il raconte avec gourmandise aux journalistes. La suite est écrite. Élu président de la République, s'enclenche le projet de création d'un nouveau musée dédié aux arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. Jacques Kershach, jusqu'à sa mort en 2001, en sera l'inspirateur et le fer de lance. Décision est donc prise de rassembler en un seul établissement public toutes les collections de ces arts dits premiers, entre guillemets, dénomination dont s'emparent les médias, plus commode pour rassembler en un grand tout, commode, des productions matérielles de sociétés et de pays si différents. Ainsi, les collections du Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie nées de l'Expo coloniale de 1931 d'une part, et celles du laboratoire d'ethnologie du Musée de l'Homme d'autre part, rejoignent le nouvel établissement de l'autre côté de la Seine. On peut mettre la diapo avant, s'il vous plaît. L'on pourrait reprendre l'antienne scandée pour 1937. Toute l'ethnologie du monde entier a donc rejoint le nouvel établissement créé par la volonté présidentielle. Non, car à cette charnière du millénaire, une autre partition a été décidée. L'Europe a fait sécession cette fois. Les collections ethnographiques du Palais de Chaillot, provenant des pays d'Europe, avec la sempiternelle question de savoir où passe la frontière entre l'Europe et l'Asie, ont en effet rejoint les collections ethnographiques françaises de l'ancien musée des arts et traditions populaires qui a fermé ses portes, et l'ensemble a pris le chemin du sud pour s'installer à Marseille, dans un autre nouveau venu qui a ouvert ses portes en 2013, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. C'est donc l'Europe entière qui s'éloigne des autres continents et qui est censée être absente du musée du Quai Branly, qui parle d'ailleurs de ses collections entre guillemets extra-européennes. Alors même que l'Europe y est omniprésente, en creux, et tout particulièrement la France, puisque les objets conservés et exposés sont l'héritage de la politique coloniale et scientifique de notre pays. La définition du musée du Quai Branly, qui a donc choisi le nom d'un lieu pour se dénommer, suivant cela le Louvre ou Orsay, reste en effet bien problématique et pour tout dire impossible. Sinon, celle-ci se fait par contraste, de manière négative, le musée s'affichant comme consacré à l'art des cultures non occidentales. Impossible de faire autrement. S'y trouvent en effet rassemblées les œuvres de chasseurs-cueilleurs australiens, voisinant avec celles des sociétés urbaines du Mexique, des Aztèques ou de Teotihuacan, des nomades du Sahara avec les grands navigateurs du Pacifique, des populations berbères, arabes ou juives de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient, avec des groupes de montagnards népalais ou des Inuits du Groenland. Les champs chronologiques sont également en débat, entre des premières cultures andines et mésoaméricaines des premiers millénaires avant notre ère, et une Afrique souvent enfermée dans un halo intemporel
je cite, de temps primordiaux, sinon essentiellement de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, quand à côté sont acquises des peintures aborigènes contemporaines ou des clichés de photographie du XXIe siècle. Le vocable fourre-tout des arts premiers publicité par la presse n'a jamais été renu, car que peut vouloir dire une société première? Sinon, une vision qui masque un évolutionnisme encore bien présent dans la tête de beaucoup, de sociétés considérées comme proches de nos ancêtres chasseurs préhistoriques, les vrais premiers. Dans son allocution inaugurale le 20 juin 2006, Jacques Chirac, président de la République, évoquait, je cite, l'avènement de cette nouvelle institution dédiée aux cultures autres. La première grande exposition du musée, présentée comme son manifeste à la fin de la même année, s'est intitulée « D'un regard l'autre », c'est-à-dire notre regard d'occidentaux sur les autres. Il s'agit donc d'un musée de l'autre au singulier, ou des autres au pluriel, comme pouvait le titrer la presse à l'époque. Mais ces autres, fussent-ils avec un A majuscule, ne seraient-ils pas un nouvel avatar des barbares qui nous entourent, ceux de l'Antiquité qui ne parlent pas comme nous chez les Grecs, ceux qui sont aux confins du monde civilisé? Tandis que le musée du Louvre, là où justement sont exposées les grandes civilisations de l'Antiquité méditerranéenne, cette Mare Nostrum, perçue encore par beaucoup comme le berceau unique de notre civilisation, reste encore le musée de la France par excellence, un musée de nous, un musée de soi, que visitent chaque année des millions de touristes. Il reste décidément des chemins à parcourir pour un discours œcuménique et équitable, historiquement comme scientifiquement, embrassant toute la complexité des sociétés de la planète et celle ayant à voir avec cette province de l'extrême occident de l'Eurasie, appelée bien récemment la France. Pourtant, par une belle journée du printemps de l'an 2000, les barbares ont réussi à faire céder quelques frontières de l'Empire. Le 13 avril 2000, plus de 100 de leurs œuvres d'Afrique, d'Océanie et des Amériques ont envahi le pavillon des sessions, une des ailes du musée du Louvre longeant la Seine. Parmi celles-ci, vous le voyez sur cette image, la divinité aztèque de Quetzalcoatl, magnifique œuvre sculptée dans une roche volcanique. Celle-ci revenait dans ce temple des beaux-arts dont elle avait été chassée, comme un migrant étranger, plus d'un siècle auparavant, en 1887, quand elle se trouvait au milieu des siens au musée américain. Une belle revanche du serpent à plumes. Et si les coups de boutoir d'autres exclus se poursuivaient, le 16 octobre 2019 paraissait dans le journal Le Monde une tribune signée de professeurs d'université et de personnalités du monde de la culture, demandant la création d'un musée archéologique dans l'île de la Cité. Les signataires plaidaient pour que les locaux vacants dans le cœur historique de Paris, après le déménagement du palais de justice, soient transformés en un centre d'interprétation archéologique pour, je cite, remettre au centre la réalité de nos connaissances scientifiques, historiques et archéologiques sur notre passé commun, pour penser ce passé dans toutes ses composantes, dans ses constantes interactions avec les autres cultures, non plus la recherche d'ancêtres génétiques, mais la mise en évidence d'une histoire globale, complexe et en constante transformation. Fin de citation. Et si après le retour de Quetzalcoatl dans la cité, les barbares gaulois, sous la protection de Toutatis, envahissaient le cœur de l'antique Lutèce? Je vous remercie.